Madame, monsieur, je suis heureuse de vous retrouver pour décrypter en votre compagnie, comme tous les samedis, l'actualité internationale de la semaine. La rencontre tant souhaitée entre les numéros 1 nord-coréens et américains aura-t-elle finalement lieu le 12 juin prochain à Singapour? À ce sujet, le bras droit de Kim Jong-un a eu une série d'entretiens avec le patron de la diplomatie américaine cette semaine à Washington. Ce qui semble être certain, c'est que les deux délégations vont à nouveau se retrouver d'abord au niveau de la DMZ pour évoquer ou alors s'accorder sur l'ordre du jour du sommet et ensuite à Singapour pour coordonner la logistique. Actualité à suivre. L'Algérie sous les feux des critiques. Sans aucune autorisation de justice, le gouvernement d'Alger poursuit ses opérations de reconduction aux frontières des migrants subsahariens. Ces expulsions sont dénoncées par les ONG et les militants des droits de l'homme. Dans cette édition d'un tour dans le monde, gros plan sur la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères qui brigue le poste de secrétaire général de la francophonie. Voilà pour le menu. La suite, c'est tout de suite, juste après, un tour dans le monde. Le 10 décembre prochain auront lieu les élections législatives et présidentielles en Libye. C'est l'information majeure de la conférence internationale sur la Libye qui s'est tenue cette semaine en France. Les différents protagonistes se sont également accordés sur le respect de la feuille de route qu'ils ont eux-mêmes établi. Objectif, stabiliser la Libye. Le monde qui bouge, c'est une mouture de Philippe, Roger et Sam. Commençons notre tour du monde par le Mali, où le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, était en visite cette semaine. C'était à l'occasion de la Journée internationale des casques bleus, célébrée le 29 mai. Il a expliqué être venu passer cette journée avec les hommes et les femmes courageux qui servent dans la mission de l'ONU dans ce pays. Question de booster le moral des troupes. Déployée au Mali en 2013, la MINUSMA compte environ 12 500 hommes, 160 qui ont déjà perdu la vie, dont 104 dans des attaques, soit la moitié des soldats onusiens tués dans le monde au cours de la même période. Des activistes kenyans ont manifesté en semaine contre la corruption en Nairobi, poussant le président Uhuru Kenyatta à une sortie. Il a en effet promis mercredi de récupérer tout l'argent détourné et qui fait l'objet de scandales dans le pays. En l'occurrence, les 70 millions d'euros détournés dans les caisses du Service national de la jeunesse. 54 personnes sont soupçonnées d'être impliquées dans ce détournement. Hors de l'Afrique, des milliers de personnes, en majorité des milieux d'affaires, ont manifesté mercredi à Managua, la capitale du Nicaragua, contre le président Daniel Ortega. Elles étaient pourtant un soutien clé de son gouvernement. Mais elles ont décidé de prendre des distances avec le président, confronté à une vague de contestation qui a fait plus de 90 morts depuis la mi-avril. Scénario similaire au Brésil. 2 conflits sociaux en moins de 2 semaines ont fait monter les appels les plus extrémistes en faveur d'une intervention militaire pour chasser du pouvoir le président Temer, déjà très décrédibilisé. Une grève de grande ampleur des transporteurs routiers a en effet paralysé le pays pendant plusieurs jours et la gestion de cette crise par le président a été critiquée de façon quasi unanime. En Turquie, des centaines de personnes ont marché dans les rues d'Istanbul jeudi sous l'encadrement des forces de sécurité. C'était pour marquer le 5e anniversaire des manifestations de Gezi. En mai-juin 2013, en effet, 8 personnes ont perdu la vie dans des affrontements contre les forces de l'ordre dans le parc de Gezi près de la place Taksim. Les manifestants s'opposaient à la construction d'un centre commercial, un projet urbain pourtant cher au gouvernement.
En France, c'est par une visite au château de Voltaire à Ferney, près de Genève, puis une réception à l'Élysée qu'Emmanuel Macron a fait la promotion jeudi du concept Loto du patrimoine qui aidera à restaurer des monuments en péril dans le pays. À la recherche d'économies budgétaires, le chef de l'État a validé ce projet porté par l'animateur de télévision Stéphane Bern pour financer les travaux des monuments que les communes n'ont pas les moyens de restaurer. Ils sont ainsi plus de 44 000 dans toute la France. L'Afrique veut reconquérir le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. En octobre prochain, les États membres de l'OIF vont choisir entre la continuité et la rupture à la tête de leur organisation. En attendant, les candidatures s'enregistrent. Celle du ministre rwandais des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, est soutenue par la France. La hache de guerre entre la France et le Rwanda serait-elle enterrée? C'est l'occasion pour nous de faire le bilan de l'actuelle occupante d'élus, Michaël Jean. Pour évoquer les chances de réussite de Louise Mushikiwabo, je reçois le docteur Marc Luciani Ewodo. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Françoise Mapé. Vous êtes politologue et enseignant à l'Université de Yaoundé 2, c'est bien cela? C'est exact, Madame. Docteur, la succession de Michaël Jean est ouverte au niveau de la francophonie et l'actuelle occupante des lieux compte proposer sa candidature. Est-ce que dans l'histoire de cette institution, on a déjà eu un patron à la tête de la francophonie qui sollicite se représenter, qui est également aussi challengé comme c'est le cas à ce moment? Je ne crois pas parce que on a eu M. Boukros Ghali de regretter mémoire. C'est vrai qu'il a fait un mandat, sa candidature n'a pas aussi été contestée. On a eu M. Abdou Diouf, l'ancien président sénégalais, qui a fait 3 mandats à titre exceptionnel parce que lorsqu'il achève son deuxième mandat en 2010, il faut... En 2010, oui, parce qu'il est finalement parti en 2014. Et il faut lui trouver un successeur. Il y avait très peu de candidatures sérieuses qui pouvaient le bousculer. Donc, à titre exceptionnel, il s'est retrouvé en train de remplir un 3e mandat. Mais avec le cas de Mme Michaël Jean, il y a une forte mobilisation du côté de l'Afrique parce que certains estiment que son action n'a pas été beaucoup plus visible en Afrique, que ce soit au niveau des différentes crises qu'a connues les différentes crises qu'ont connues les États africains et même au niveau de l'économie. Pour la dédouaner, docteur, je ne vous coupe pas, son action n'était pas placée sur le volet politique. Elle a plutôt axé son action sur le plan économique. Et de ce côté-là, il y a quand même quelques faits. C'est vrai qu'au sommet de Dakar, je crois en 2014, lorsqu'elle est élue, elle avait mis le développement économique, je crois, 2e ou 3e chantier de la francophonie au cœur de son action. Et même là, lorsqu'on essaye de voir les résultats ne sont pas très alléchants jusqu'ici. Même si elle a eu à mettre à son actif un institut du côté de Dakar, on attend encore voir des résultats. Donc ça fait que du point de vue des résultats, au niveau de l'Afrique, ils ne sont pas palpables, ils ne sont pas suffisamment quantifiables pour jauger et voir juger la pertinence de son action à la tête du secrétariat de la francophonie. Pour ceux qui la soutiennent, en tout cas, ils estiment que sur le plan de l'éducation, sur le plan de la formation, voire même de l'économie, il se dégage quand même une réelle satisfaction, ce qui n'est réellement pas le cas, vous l'avez dit, sur le plan politique et même sur le plan culturel. C'est vrai que, comme je vous ai dit, la francophonie, c'est 6 chantiers. C'est-à-dire de la naissance en 1970 à travers l'ancienne ACCT, Agence de la coopération culturelle technique, c'est-à-dire qui deviendra en 1975 francophonie. Il y a eu un foisonnement de politique, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de la promotion de la langue française, que ce soit au niveau de l'économie. Donc, elle a essayé de recentrer son action vers ces chantiers classiques. C'est vrai que chaque mandat est sujet aux préoccupations de l'heure. Bon, peut-être Mme Michaël Jean a priorisé
le volet de l'éducation, parce que bon, nous devons le comprendre aussi, l'éducation et la culture sont à la base de chaque puissance, parce que de plus en plus la puissance a tendance à être culturelle. Mais on a comme l'impression justement que les succès engrangés par Madame Jean sont peu médiatisés. C'est peut-être contre-productif pour elle de n'avoir pas à communiquer dessus. Bon, c'est vrai, ça c'est l'un des reproches qu'on lui fait, problème de communication et même, excusez-moi de vous ramener dans le champ politique. Lorsqu'on lit les communiqués les communiqués qui sont produits par le secrétariat général de la francophonie, ce sont des communiqués brefs. Bon, elle ne compte pas aussi un grand séjour en terre africaine, excepté le Cameroun qu'elle a visité en 2015. Je ne sais pas si elle a 5 visites en Afrique et par conséquent... C'est peut-être l'un de ses péchés. On dit qu'elle ne connaît pas le continent africain. Effectivement, parce que nous n'oublions pas que la francophonie, elle est d'abord une création africaine, même si le monsieur qui a donné le nom, francophonie, était un géographe français en la personne de Nosine Reclus. Mais l'initiative de la francophonie en tant qu'institution porte la marque des anciens présidents africains, des présidents africains de première génération, que ce soit Amani Diori du Niger, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, et l'ancien président tunisien Habib Bourguiba. On peut également associer Nordok Chinaouk, mais toujours est-il que les Africains estiment que la francophonie, c'est d'abord leur patrimoine. Intéressons-nous, si vous le voulez, maintenant à la candidature rwandaise au poste de secrétaire général de la francophonie. C'est quand même assez curieux de voir le Rwanda qui a abandonné le français pour l'anglais s'intéresser à une institution comme la francophonie. À mon humble avis, je me dis que c'est une position de pouvoir que M. Kagame veut utiliser pour propulser la diplomatie rwandaise. N'oublions pas que M. Paul Kagame est président en exercice de l'Union africaine et avoir une de ses compatriotes à ce niveau institutionnel, la francophonie ne poserait pas de problème aux Africains, même si du point de vue axiologique, en ce qui concerne la francophonie, cela reste discutable. C'est légitime pour un État de rayonner sur la scène internationale, mais ce qui demeure quand même curieux, c'est la candidate choisie, Louise Mushikiwabo. On sait quelles sont ses positions vis-à-vis des dirigeants français. Elle n'a jamais été tendre et pourtant c'est elle qui est soutenue par le président Macron. Quel est le dirigeant rwandais qui n'a pas été dur vis-à-vis de la France? Moi, je crois quand même qu'aujourd'hui, c'est une page des relations qui est en train d'être tournée. Parce que ce n'est pas la francophonie institutionnelle qui apporte son soutien à la candidate Louise Mushikiwabo. C'est la France d'Emmanuel Macron, dans le cadre d'une relation bilatérale. Et justement, il s'est dit que le président Macron va assister au prochain sommet de l'Union africaine dans l'optique, en juillet prochain, dans l'optique justement de faire adouber sa candidate par les chefs d'État africains. C'est vrai que... Cela deviendra donc à ce moment la francophonie institutionnelle. Oui, même à ce niveau-là, je ne crois pas, Madame Françoise, tout simplement parce que les candidatures sont validées par le Conseil permanent de la francophonie. Et lorsque M. Macron décide d'appuyer la candidature de Mme Louise Mushikiwabo, c'est au cours d'une visite de M. Kagame à l'Élysée. Donc c'est dans le cadre d'une coopération bilatérale. Mais la France, nous tous le savons, nous sommes des bons bantous, la main qui donne, la main qui dirige. La France qui est un pilier indiscutable, incontestable de la francophonie à travers ses cotisations à hauteur de plus de 25%, peut utiliser sa position de pouvoir pour exercer une certaine influence. Donc à ce niveau, on est tenté de croire que c'est toute la francophonie institutionnelle qui a pu Mme Rose... Louise Mushikiwabo. Est-ce que justement cette candidature peut au jour d'aujourd'hui prospérer et finalement voir Mme Louise Mushikiwabo se retrouver à la tête de l'organisation quand on sait qu'en relations internationales particulièrement, seuls les intérêts comptent? Seuls les intérêts comptent, je suis d'accord avec vous, si on regarde les rapports entre les deux pays.
ne l'oublions pas, dès les années post-indépendance, la France a toujours eu à soutenir les régimes Hutus qui arrivaient à la tête du Rwanda, jusqu'à M. Juvenal Habyarimana. On a même accusé la France d'être responsable du génocide rwandais. Moi, je crois que cela participe d'une dynamique d'apaisement. C'est-à-dire, M. Emmanuel Macron veut apaiser les rapports, il veut parachever l'acte que M. Sarkozy a déclenché dans les années 2009 à ce niveau-là. Et cela passe donc par la reconnaissance du Rwanda comme bon partenaire et jusqu'à l'adoubement de la candidature de Mme Louise Mushikiwabo. À vous écouter, vous êtes d'avis avec ceux qui estiment que le président Macron enterre ainsi la hache de guerre entre son pays et le Rwanda. Est-ce si facile de le faire? Je crois, puisque c'est une candidature qui tient beaucoup aux yeux de M. Paul Kagame et venant de la part de la France, c'est-à-dire de M. Chirac à M. Macron en passant par Nicolas Sarkozy et même François Hollande, c'est-à-dire redoutaient l'influence que prenait le Rwanda dans la sous-région, la région des Grands Lacs. Donc je crois quand même que jusqu'ici, c'est un acte à prendre très au sérieux dans la diplomatie, la francophonie. Justement, donc tout à l'heure, vous aviez évoqué le fait que le poids de la francophonie se trouve en Afrique. Il s'est dit que c'est 85% de locuteurs français, justement, résidant dans le continent noir. Rien que cette raison serait suffisante pour que l'unique, si jamais, candidature de Louise Mushikiwabo puisse remporter l'élection en octobre prochain. Bon, ouais, jusqu'ici, nous avons encore 4 mois. C'est-à-dire des candidatures peuvent émerger de part et d'autre. Pendant ces 4 mois à venir, nous avons le sommet de l'Union africaine. Effectivement, même M. Abdou Diouf, qui a longtemps été considéré comme le meilleur secrétaire général de la francophonie, a été confronté aussi à des candidatures. Nous avons eu la candidature de M. Lopez, le Congolais Lopez. Nous avons eu même Mme Kalis Beyala, qui, je crois, dans les années... Notre compatriote, qui dans les années 2010 a menacé d'être candidate. Donc, je me dis, nous avons encore 4 mois, d'autant plus que Mme Louise Mushikiwabo est contestée déjà. Moi, ça fait moins d'une semaine aujourd'hui, je suivais RFI, les tirs groupés qu'elle a reçus depuis l'annonce de sa candidature peuvent amener d'autres Africains à s'intéresser au poste. Oui, justement, ces tirs groupés viennent d'une zone précise, le Congo, qui justement sait que ces pays n'entretiennent pas de très bonnes relations, quoi de plus normal. Pour aller dans votre sens, je voudrais simplement appuyer que le haut sommet de Dakar, si l'actuel secrétaire général Michaël Jean a réussi à briguer le poste, c'est justement parce que l'Afrique n'était pas d'accord à présenter plus d'une candidature. Bien évidemment. Il s'est donc trouvé par la suite que Mme Michaël Jean faisait le consensus. Il fallait aussi procéder à une espèce d'alternance géographique en faisant passer le continent nord-américain, notamment le Canada, qui est l'un des poumons financiers de la francophonie. Moi, je me dis, Mme Mushikiwabo souffre d'un problème, c'est l'image que reflète son pays sur la scène internationale. C'est-à-dire ce pays-là où les droits de l'homme ne sont pas toujours respectés, ce pays-là qui a ravalé le français au 3e rang, ce pays-là où la liberté d'expression n'est pas très assurée. Donc je me dis, c'est à ce niveau-là que ces problèmes ou ces désidérata peuvent émerger. Parce que nous n'oublions pas, lorsque Mme Mushikiwabo décide d'être candidat, c'est-à-dire si on observe d'une manière minutieuse la vie politique du Rwanda, c'est-à-dire elle est en déphasage avec la déclaration de Bamako du 3 novembre 2000. Alors, voilà une déclaration qui promeut tous azimuts les valeurs de la démocratie. Est-ce que ce serait pour
pour ne pas vous couper, est-ce que ce ne serait pas une stratégie justement pour le président Kagame de prendre de contre-pied l'opposition qui estime que justement il n'est pas démocrate, une fois à la tête de la francophonie, serait contraint de respecter les principes sur le plan politique de l'OIF? Bon, essayons de voir ce que l'avenir nous réserve, mais toujours est-il que moi je parle des faits actuels. C'est-à-dire comment M. Kagame, qui a persécuté la candidate d'opposition, son éternel rival, Mme Rose Ngabire, comment M. Kagame, qui se trouve aujourd'hui en exil, comment M. Kagame, qui a persécuté M. Kayumba, qui est aujourd'hui en exil en Afrique du Sud. Comment M. Kagame, qui a mis la tête de M. James Kabarebe, c'est-à-dire l'un des jeunes généraux, le tout jeune général qui a renversé le régime Hutu au pouvoir et qui l'a aidé même à placer Kabila Père à la tête du pouvoir au Congo, peut du jour au lendemain aspirer à la démocratie. C'est vrai que la démocratie, c'est une phase d'apprentissage, mais je ne crois pas quand même, parce qu'il y a des prédispositions. Qu'il accepte tout au moins qu'une opposition puisse exister d'une manière légale. Docteur, je vous ai compris, vous ne voulez pas faire de prospective en ce qui concerne les intentions du président Kagame. Est-ce que vous comprenez quand même ceux qui aujourd'hui pensent que l'OIF souffre déjà d'une certaine visibilité et que la candidature rwandaise soutenue par la France viendrait sérieusement entamer ce peu de crédibilité qui lui reste? Effectivement. Je crois quand même que jusque-là, l'Afrique peut dégager une candidature qui puisse faire une certaine unanimité parce que, ne l'oubliez pas, le président Abdou Diouf, l'ancien secrétaire général, qui a été aussi secrétaire général de la francophonie, avait un atout indéniable, c'est qu'il connaissait l'Afrique. Il savait apporter des solutions aux crises africaines, c'est-à-dire par l'ensemble des recettes qu'il mettait à la disposition des différents protagonistes impliqués dans les différentes crises africaines. Or, nous avons eu, c'est vrai, nous sommes en train de vivre l'expérience de Mme Michaëlle Jean, c'est-à-dire à qui on reproche l'absence ou le manque de communication. Donc, et sa non-maîtrise du continent africain, oui, alors, entre autres, bien sûr. Effectivement, si il faut confier la francophonie, le secrétariat de la francophonie, qui est une institution motrice de l'OIF, à Mme Mushiki Wabo, qui déjà, parce que nous n'oublions pas, il y a la démocratie aujourd'hui et même la promotion de la culture confère un certain prestige aux États. C'est-à-dire, si elle se retrouve à la tête de la francophonie, est-ce que le discours sera plus audible? Parce qu'avant d'agir, avant d'apporter une médiation sur un différend quelconque, il y a d'abord la carrure, il y a d'abord la posture qu'il faut mettre en avant. Est-ce que cette posture, du moins symbolique, plaide à sa faveur? Je ne crois pas. Vous penchez pour une candidature d'un ancien chef d'État africain qui pourrait parler à ses pairs parce que, ayant participé au sommet de l'Union africaine, de par sa statut, son discours serait plus crédible que d'avoir un ministre des Affaires étrangères qui n'a pas une parfaite maîtrise du continent? Je suis pour une pluralité des candidatures, c'est-à-dire qu'on essaye de voir, l'Afrique n'a pas que Mme Mushiki Wabo, c'est-à-dire il y a des hauts commis qui ont travaillé dans la fonction publique internationale, à l'instar de M. Carlos Ospez. Il y a également même les grandes figures comme Abdoulaye Bathily. Il y a le Cameroun a des valeurs. Des jeunes filles qui pourraient justement présider aux destinées de la francophonie. Effectivement, c'est donc à l'issue de l'examen de ces candidatures qu'on peut dégager une candidature unique pour le continent africain. Capable de défendre les intérêts des Africains et faire rayonner l'image de la francophonie. Docteur Marc Luciani Ewodo, merci pour votre disponibilité. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous dis merci, madame. Un
tour dans le monde, point final. Merci à vous de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous samedi prochain, juste après le journal de 12 heures. D'ici là, vos réactions sont attendues sur la page Facebook d'un tour dans le monde. Excellent week-end à tous.